Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast She Talk. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Coralie. Anne Coralie, franchement, c'est un honneur pour moi de t'avoir avec moi. Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on parle. Euh, Tu es une Miss, une belle princesse. Donc, je te laisse un peu faire ton introduction. Bonjour à tous, bonjour, merci pour ce partage aujourd'hui. Très honorée également. Donc effectivement, je m'appelle Anne Coralie, je vis en Sarthe, je suis d'origine antillaise et j'ai été élue Miss Curvy Pays de la Loire 2023. Voilà. Alors, c'est un beau parcours quand même que tu fait là récemment. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement c'est quoi comme... enfin, je sais, on sait tous que c'est un concours du coup lié à la beauté des femmes, mais est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste plus avec tes mots? Alors, Miss Curvy, c'est une aventure humaine dans laquelle on rencontre beaucoup effectivement de femmes rondes, puisque c'est la beauté des courbes. Et le but, en fait, c'est de pouvoir travailler sur la confiance en nous, le fait de se découvrir, de se redécouvrir parfois en tant que femme, de pouvoir accéder à l'amour de soi et de se Mm. dire, mais je suis une femme, j'ai des compétences, j'ai des valeurs, je dois m'aimer et surtout, en tant que femme ronde, je ne dois plus du tout me cacher. Donc, c'est dans ces termes-là qu'a été créé Miss Curvy pour dire ben, les femmes rondes restent avant tout des femmes, donc elles ne vont plus se cacher, elles vont se montrer. Mais c'est vraiment génial. Du coup, en fait, dans ce concours, il n'y a pas de... le côté où tu dois faire 1 mètre, je sais plus c'est combien chez les Miss France, mais il faut être grande, il Oui. faut être hyper mince et je crois qu'il y a aussi un âge requis. Donc chez Miss Curvy, peu importe l'âge, peu importe la taille. Alors, la taille, du coup, non, n'a pas du tout d'importance. Par contre, il faut être minimum âgé de 18 ans jusqu'à 40 ans. Et au niveau de la taille de vêtements, on considère qu'une femme est ronde dans notre société à partir de la taille 44 et plus. Sérieux? Oui, Ah oui, c'est rapide, quoi. c'est ça. J'avais pas conscience du tout de ça, sachant que du coup, en fait, ce qui rend la chose encore plus bizarre, c'est qu'on met un chiffre derrière une définition, tu vois, alors que pour moi, c'est juste une perception, quoi, ronde. Enfin, des fois, tu, tu peux même parler à la femme la plus, enfin, une femme très mince, et des fois, elle va se sentir à son regard, assez opulente, alors que quand elle voit quelqu'un d'autre de rond, elle dit oh non, elle est très bien, tu vois. Donc, C'est ça, c'est subjectif, c'est vraiment subjectif. Et on a remarqué que, par exemple, dans les boutiques en France, les boutiques de vêtements, on est très vite dirigé vers les personnes rondes à partir du moment où on est dans la taille, enfin, dans les tailles 44. Il y a un peu moins en termes de quantité de vêtements et on nous dit, bah oui, mais ouais. c'est plus, voilà, tel rayon. Ou si je prends exemple pour H&M, parce que moi, ça m'avait vraiment, enfin, ça m'avait touchée, je ne vais pas dire choquée, ça m'avait vraiment touchée. Le fait qu'effectivement, il soit plus dans l'inclusion et qu'il crée des vêtements, mais voilà, pour des femmes rondes. Et du coup, je me suis dit, bon, bah tiens, je vais y aller, je vais trouver quelque chose d'intéressant. Et je vois taille 42 et je demande à la vendeuse s'ils ont des tailles 44. Elle me dit oui, mais c'est sur le site. Et elle me dit en fait que toutes les tailles rondes sont sur le site. Et je me dis, bah c'est super, mais du coup, je ne peux pas les essayer, les vêtements. Donc, j'ai eu voilà, cette petite déception, mais c'est là qu'on comprend qu'effectivement, on est considéré comme femme ronde à partir de la taille 44. Et moi, j'ai une question par rapport à ça. Comment, enfin, est-ce que tu as toujours été, entre guillemets, ronde, c'est-à-dire depuis ta tendre enfance, ou est-ce que d'un coup, je sais pas, il s'est passé quelque chose dans ta vie, comment t'as vécu tout ça? Alors, j'ai pas toujours été ronde, j'ai été très fine. Je sais que avant enfin, j'ai fait en fait au niveau des tailles 38-42. Je suis montée d'un coup. Beaucoup de chocs émotionnels, des choses qui, pour moi, en fait, semblaient normales. Pour moi, c'était un quotidien. Et, j'ai jamais, jusqu'il y a quelques années, je n'ai jamais pris le temps, en fait, de travailler sur ces chocs émotionnels et des fois des chocs physiques. Et je me disais, bon, bah, c'est la vie, on met de côté, on avance, on avance, on avance. Il y a beaucoup de stress, de crises d'angoisse qui se sont mêlées à tout ça. Il y a eu le fait que bah, je me suis oubliée, même pas simplement en tant que femme, mais en tant qu'être humain, je me suis complètement oubliée. Je faisais les choses machinalement.
Et puis Mm. après, il y a eu effectivement un accident, puisque j'étais danseuse, j'ai eu un accident à la danse, et alors là, ça a été la dégringolade. Il y a eu une prise de poids, je faisais plus de sport, plus de danse, plus rien du tout, j'étais en fauteuil roulant, et tout s'est arrêté du jour au lendemain. Ça a été un coup dur. Bah, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu bah, cet accident de danse, donc en 2017, qui a déclenché du coup, alors je suis désolée, de toute façon, je vais pas bien le dire, l'algodystrophie, c'est ça? Oui, Et la oui. fibromyalgie. Alors, franchement, avant de te parler, je ne connaissais pas du tout ces termes. Donc, est-ce que tu peux un peu nous éclairer sur ce qui s'est passé? Alors, j'étais dans une association à Rennes, j'ai un peu bougé partout dans l'ouest de la France. Je me suis arrêtée à Rennes parce que bon, bah, la Bretagne, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Je suis restée 10 ans là-bas. Et j'ai intégré une association donc, de Goka. Donc, le Goka, c'est une musique traditionnelle de la Guadeloupe, avec beaucoup de percussions, de chants et de danse. Moi, je Ok. dansais et en fait, en voulant faire un saut, je me suis mal réceptionnée et j'ai atterri les deux genoux sur le carrelage. Et Oh. c'était très compliqué. Et à l'instant même, en fait, il y a une rupture entre la connexion du cerveau et la douleur qui va jusqu'au genou. Et tout de suite, de toute façon, j'ai vu que je ne pouvais pas du tout me relever. Mes doigts de pied ne bougeaient pas. Bon, bah, j'étais prise en charge à l'hôpital et j'étais en fauteuil roulant pendant à peu près 8 mois. Donc, j'ai fait de la rééducation parce que du coup, comme j'avais sauté, mon bassin s'était décalé, mes jambes ne bougeaient plus, c'était dans l'autre sens. Donc, rééducation avec kiné, ostéopathe. Et au final, j'ai revu le chirurgien qui m'a dit, il va falloir opérer parce que là, c'est pas possible du tout. Donc, du coup, moi, étant à la base originaire du Mans, je me suis dit, c'est plus pratique s'il retourne vers ma famille par rapport à une opération. Donc, je suis revenue au Mans. Je me fais opérer au Mans. Et là, deuxième dégringolade. J'attrape ce qu'on appelle en fait l'algodystrophie. Donc, l'algodystrophie, on peut l'attraper de deux manières lors d'une opération ou alors bah, lorsqu'on suit une entorse, peu importe à quel membre. C'est une maladie qu'on a du mal à, comment dire, qu'on a du mal à détecter tellement elle est rare et tellement on ne comprend pas vraiment comment est-ce qu'elle vient, comment est-ce qu'elle disparaît, parce qu'elle peut disparaître tout seule à n'importe quel moment et revenir. Et en fait, c'est une dégénérescence des os et des muscles, en fait. Ils ne fonctionnent plus vraiment comme il faut. Et logiquement, quand on a une douleur, par exemple, on va se pincer le doigt, ça envoie directement une information au cerveau pour dire attention, ça fait mal. Et là, on va avoir la réaction bah, de pleurer, de crier, bah, de ressentir quelque chose. Sauf que là, la connexion avec le cerveau, elle est rompue. Donc, le cerveau ne sait pas comment traiter la douleur et du coup, on souffre tout le temps, matin, midi, soir, en pleine nuit. Ça se traduit par des sensations, alors moi c'est au niveau des jambes, donc des sensations de brûlure, de picotement, comme si des fois on sentait comme si on nous tranchait avec une lame glaciale les membres. Sérieux? C'est violent, c'est très douloureux et il n'y a pas cette petite sensation qui prévient que ah ça va me faire mal. C'est que je peux être là, je marche et d'un coup hop ma jambe va se dérober, je vais sentir comme si on poignardait en fait les membres et c'est tout le temps. Et moi, aujourd'hui, ça fait 6 ans que je vis avec ça. Je sais que le jour de l'opération, parce que j'avais déjà eu cette opération, c'était une arthroscopie du genou, donc c'était pour remettre les rotules en place et puis suturer le ménisque. J'avais déjà eu cette opération-là à mon genou gauche et ça s'était très bien passé. Donc, on y va le matin, c'est en ambulatoire. L'après-midi, on ressort en béquille et tout va bien. Et 2 semaines après, c'est comme si on n'a jamais rien eu. Sauf que je suis rentrée le matin, je suis ressortie quelques mois après parce que mes jambes ont refusé de bouger. Et là, on s'est dit, il y a un problème. Et donc, on m'a fait faire donc, bah, l'examen qui correspond pour voir effectivement si c'est une algodystrophie, c'est la scintigraphie. Et l'algodystrophie, on voit ça par le biais d'une infection dans les os, en fait. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, là où elle est plus, enfin, on va dire, concentrée, donc au niveau des genoux, au niveau des chevilles. Donc, ça traverse toute la jambe. Et bah là, je me suis dit, bah, je suis fichue, je suis pas prête de redanser. Et puis, je suis pas prête de travailler non plus. J'ai mis 1 an avant de marcher en béquille, parce que du coup, je suis restée en fauteuil roulant. Donc, du coup, au bout d'1 an, donc voilà, je remarche en béquille. Et au bout de la deuxième année, je me dis, bon, bah, je peux me séparer des béquilles. Mais il y avait jusqu'à bah, toujours aujourd'hui, en fait, ces douleurs et ces pertes d'équilibre. En parallèle, il faut savoir que c'est une maladie qui n'a pas d'antidouleur. On est toujours en fait dans la recherche. Il n'y a pas d'antidouleur, il n'y a pas de remède de guérison. C'est une maladie qui est tellement compliquée parce que d'une personne à Il une y a autre, les combien douleurs. de personnes, je ne sais pas si tu le sais, mais
dans le monde, il y a combien de personnes qui ont cette maladie? Alors, dans le monde, je pourrais pas dire, parce que justement, beaucoup de personnes, enfin, dans le domaine médical, comme c'est mal reconnu, beaucoup de personnes associent ça à des rhumatismes. Et du coup, on est vraiment sur un handicap, en fait, qui est persistant. Donc, on n'a pas vraiment de chiffre officiel. Du fait qu'en fait, il y avait une espèce de confusion entre rhumatisme et ce que tu avais. Mais du coup, comment les médecins ont réussi à déterminer que tu n'avais pas des rhumatismes et que c'était vraiment ça? Si c'est pas... Parce que je marchais pas du tout. Les doigts de pied, en fait, ne répondaient pas du tout, donc je pouvais pas mettre un pied devant l'autre. Et là, on s'est dit, bah, un rhumatisme, non, on n'est pas du tout sur pour cette maladie-là, donc on va aller faire une scintigraphie, parce qu'ils se sont dit, bah, ça ressemble à l'algodystrophie. Et puis, bon, bah là, le coup est tombé, en fait. Je sais qu'après ça, enfin, après cette annonce-là, le chirurgien m'a dit, bah, va falloir vous déclarer à la MDPH. Et je me suis dit, ah mais non. Je me suis dit non, moi déjà, je suis quelqu'un, je fais du sport 4 fois par semaine, je vais en club de sport, je danse Ouais. 2 fois par semaine. Donc en fait, tous les jours, je suis toujours très active. Là, je me dis, je suis en fauteuil roulant, c'est pas possible. Je peux pas. C'était dur pour moi de me dire, enfin, d'avoir cette étiquette handicapée. À ce moment-là, pour moi, c'était péjoratif. Je me disais, c'est pas possible. J'ai mis 1 an avant de faire la déclaration. Et voyant surtout que ma santé ne s'améliorait pas, je me suis dit, ben, en fait, j'ai pas le choix parce que je vois que j'ai beaucoup de mal dans mon quotidien. Euh, Quand je suis rentrée C'est quoi, toi, de base dans la vie à ce moment-là? Pardon? Tu travaillais dans quoi à ce moment-là, avant qu'il se passe tout ça? Alors, je travaillais à grands frais au rayon épicerie, donc l'îlot de Ah tous les oui, en bonbons. plus, oh là là, mon Dieu, la galère. Donc, être debout toute la journée, bah, c'était pas possible, hein. Donc, j'ai dû rompre mon Pouvais contrat. plus, ouais. C'est ça. Oh là là. Et en fait, moi, je trouve que ce qui est hyper touchant dans l'histoire, c'est que de base, tu étais en train de danser. Ouais. C'est-à-dire, tu faisais vraiment ta passion, quoi. Tu dansais et bam! En fait, la vie, c'est vraiment du jour au lendemain, en un claquement de doigts, tout peut basculer, quoi. Et je trouve que tu es hyper souriante, positive quand tu racontes tout ça. Et c'est admirable, hein, parce que franchement, je trouve que c'est très dur. Mais aujourd'hui, comment tu fais dans ton quotidien? Parce que tu dois vachement... Enfin, c'est horrible quand je pense à des coups de couteau ou... Enfin, tu vois, ça doit faire super mal. Comment Ouais. tu fais pour surmonter tout ça dans ton quotidien? Bah, il y a un moment où malheureusement le corps s'habitue à la douleur. C'est-à-dire que là, pendant que je suis en train de te parler, j'ai mal, mais c'est comme ça en fait. Je souffre tout le temps. Au moment où on est tellement habitué, le cerveau dit bon, bah, mais c'est le quotidien, on vit avec. Il faut savoir qu'au début, moi, je me battais contre l'algodystrophie. Que c'est vrai que, bah, comme on dit en général, c'est 5 6 mois, ça ne dure pas plus longtemps. Ça fait 6 ans que je fais une scintigraphie chaque année, elle est toujours là. Donc là, je me dis, ben, à un moment, j'ai pas le choix. Au lieu de me battre avec elle, je vais l'accepter malgré moi et vivre avec elle. Donc, c'est vrai que mon quotidien, il a quand même beaucoup changé. Par exemple, je sais que le dimanche, c'est le jour où je nettoie tout mon appartement en entier. Je ne peux plus faire ça. Je le nettoie un petit peu, une pièce chaque jour. Je ne suis pas capable. Avant, j'adorais passer des heures à préparer des plats en cuisine. Du coup, certains plats, bah, je ne les fais plus du tout. Et d'autres, je me dis, bah, je vais raccourcir la recette, trouver d'autres moyens voilà, pour manger vraiment quelque chose que j'aime et qui me permettra en tout cas voilà, de pouvoir m'asseoir. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et là où ça a été pour moi le plus compliqué, c'est j'ai retrouvé un travail après ça. Je me suis dit, Mm. bon, je vais quand même beaucoup mieux. Voilà, j'ai trouvé un travail où j'étais commerciale, j'étais à 39 heures. Et en fait, bah, je poussais beaucoup trop mon corps. Donc, je suis tombée en temps partiel thérapeutique à 30 heures. Et puis, bah, ça faisait plus de 8 mois que c'était comme ça. Et là, j'ai la CPM qui me convoque et qui me dit, bah, ça fait plus de 8 mois en temps partiel thérapeutique, il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle me fait un pré-examen et elle me dit, à mon avis, vous avez une fibromyalgie. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et elle me dit, bon, Ouais. bah, faut aller voir un rhumatologue. Je le vois, il me fait des examens, il me dit, vous avez une fibromyalgie diffuse. Donc là, c'est pas que les jambes, c'est tout le corps jusqu'au vertical. Et c'est vrai que je souffrais beaucoup. Par exemple, je pouvais, bon, je vais prendre ma petite bougie. Jusqu'à aujourd'hui, je peux, voilà, je peux prendre un verre, je vais boire, je vais manger, il n'y a pas de souci. Et d'un coup, pouf, il tombe tout seul. Et la main, elle reste figée. Et ça, c'est le quotidien que j'ai aujourd'hui.
Et du coup, moi, j'avais vu que j'avais des petites douleurs comme ça, mais je me disais, bon, le stress, je travaille beaucoup trop, c'est compliqué. J'ai vraiment pas du tout écouté mon corps, j'ai pas du tout fait attention. Et quand on m'a fait cette annonce-là en m'expliquant quels étaient les tenants et aboutissants, honnêtement, j'étais au plus bas. J'étais vraiment au plus bas et j'étais encore candidate dans Miss Curvy. Et j'avais appelé ma prison pour lui dire, j'arrête tout. Là, je peux plus continuer. Je ne vois pas quelle vie je peux mener. J'étais vraiment au bout du bout. J'avais envie d'en finir mais absolument avec tout. Je broyais vraiment du noir. Et puis, bon, bah, en fait, elle m'a beaucoup écouté, beaucoup reboosté, redonné envie, en fait, de continuer Ouais. à avancer. Et là, je vois qu'avec la fibromyalgie plus l'algodystrophie, les deux combinés, c'est le mauvais, on va dire, remix, en fait, parce que il y a les deux types de douleurs. La fibromyalgie, c'est des tensions musculaires importantes, beaucoup de fatigue. Et comment dire, il se peut qu'en peu de temps, par exemple, je me lève ce matin, je vais super bien, je prends ma douche, juste le fait d'avoir pris ma douche, je suis fatiguée, donc j'allais m'allonger pendant 2 heures. Et le fait d'avoir ces deux maladies-là, honnêtement, moi, ça m'a beaucoup poussée dans l'isolement, en fait. Il y a un moment, je me suis perdue, j'ai perdu mon entourage et je ne savais plus quoi faire. J'étais vraiment totalement perdue. Et qu'est-ce qui... En fait, quand tu as vécu tout ça, c'était quand même sur plusieurs temps, plusieurs moments. Donc, je Ouais, pense que au début, je me trompe peut-être, mais au début, tu te dis, bon, bah, je suis tombée, ça me fait mal, mais ça va aller, tu vois. Enfin, on se dit, tout est réparable, non? Et après, tu dis, bon, ok, une rééducation et tout, après opération. Et là, bam, le premier coup de massue. Donc, tu te dis, waouh. En fait, là, je suis vraiment comme ça. Et je pense que toi, ça a dû vraiment être dur dans ce sens-là. Parce que la semaine dernière, je faisais l'interview d'une nana qui a eu un cancer, tu vois. Et un ouais, cancer, ben, les médecins, ils disent, bon, tu as un cancer, mais en gros, on va faire les chimios et tout. Tu vas guérir. Tu vois ce que je veux ouais, dire? Alors que toi, dans ta tête, tu dis, bon, je suis tombée, ça me fait mal, mais tu vois, on va guérir en soi, on va guérir. ouais, Mais toi, en fait, tu n'as pas la solution. Alors que tu vois, dans la vie, moi, tu me dis ton truc, enfin, la maladie que tu as, désolé, je n'arrive pas à le prononcer, mais ce que tu as eu, tu vois, le fait de tomber en accident de danse et un cancer, je me dis, bah, le cancer, c'est plus grave que ce que tu as eu, tu vois, mentalement, pour les gens. Alors que d'un côté, bah, tu sais que c'est réparable, c'est-à-dire que, ouais. bon, elle va vivre un moment très difficile pendant X mois mais à la fin, elle va s'en sortir. Alors que toi, tu souffres ad vitam aeternam, quoi. Bah, Et c'est ça, exactement ça. c'est hyper compliqué parce que ta maladie, du coup, bah, on la connaît pas. Donc, les gens, ils disent, ouais, ouais, elle a ça, mais enfin, tu vois, je connais pas. Donc, du coup, tu es un peu, pas dévalorisé, mais les gens, ils n'ont pas conscience de la souffrance que tu as, je pense, C'est derrière, ça. parce que c'est pas reconnu. Et Ouais. ce que tu me dis, ça me fait penser à... Ça a rien, enfin, c'est pas directement à voir, mais moi, par exemple, quand je suis tombée enceinte, j'étais très, 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 très malade. Genre, j'étais alitée pendant 9 mois. J'étais au bout de ma vie, tu vois. Je vomissais tout le temps. On me donnait du Donormil pour moins vomir, mais du coup, je faisais des terreurs nocturnes. Je voyais des trucs horribles. C'était atroce. Et quand je disais aux gens, ben, je peux pas aller travailler, ils me disaient, mais t'es enceinte, t'es pas malade. Et cette sensation, tu vois, de se dire, ben, en fait, je me sens pas bien. C'est une maladie qui s'appelle l'hyperémèse, mais que les gens ne reconnaissent pas parce que pour eux, être enceinte, c'est pas être malade. Eh ben, toi, c'est encore pire parce que tu as quelque chose qui t'a mal tout le temps et les gens dans la société, globalement, surtout en France, je pense, eh ben, c'est pas hyper suivi, je pense, tu vois. Bah, à partir du moment où c'est pas visible, on se dit qu'il n'y a rien. Moi, je sais que Ah, dans mon entourage très proche comme moins proche, on m'a dit je comprends pas, tu travailles pas. Il y a quand même des gens qui sont en fauteuil roulant qui travaillent. ah, c'est Et en fait, horrible. c'est violent parce que du coup, une personne, malheureusement, en fauteuil roulant peut effectivement voilà, ne plus avoir voilà, les jambes qui fonctionnent, mais elle peut aussi ne pas avoir de douleur parce qu'elle Mais c'est ressent ça. plus ses jambes. Voilà, il n'y a pas de douleur gynécologique. Moi, je marche, j'ai mal tout le temps, même la nuit, les douleurs me réveillent la nuit, j'ai mal tout le temps et c'est compliqué. À un moment, je suis arrivée,
au point où je me faisais carrément livrer mes courses. Je ne sortais plus de chez moi. Je sais que moi, Ah l'été, oui. pourtant, je suis une antillaise, j'aime la chaleur. L'été, c'est mon pire ennemi parce que la chaleur est tellement lourde sur le corps que ça contracte mes muscles et du coup, mon corps, il s'arrête en fait. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Je, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui ne comprenaient pas. Par exemple, le fait, avant, j'allais en soirée avec des copines ou aller boire un Ah, verre et je me disais, mais c'est super, voilà, oui, on y va. Et puis, 5 minutes avant, je suis obligée de leur dire, ben non, au final, je peux pas. Et c'est vrai que, bah, au bout d'un moment, on a ouais, tombé, quoi. c'est ça. C'est ce que je me disais en fait, tu vois, quand tu me parlais de tes douleurs. Ah bah, je me suis dit, ça doit être comme porter des grands talons en soirée et d'avoir hyper mal, mais sauf que tu peux pas les enlever et c'est tout le temps et tu as 10 000 fois plus mal que ça. Donc, moi, je sais que quand j'étais en boîte avec des mauvaises chaussures, j'avais juste envie de rentrer chez moi pour les enlever parce que je profitais plus de rien. Donc, Ben toi, oui, je me dis, mais toi, ça doit être ça fois 10 tout le temps et tu peux pas les enlever, ces chaussures, parce qu'il n'y a pas de chaussures, tu vois, c'est un c'est ça. mal au quotidien. Mais c'est horrible. Et franchement, moi, je te trouve très courageuse parce que avant l'interview, j'avais pas conscience de comment tu pouvais souffrir. Et là, de découvrir ça en même temps, bah, je te trouve vraiment très courageuse, hyper souriante et tu es déterminée avec tout ce que tu fais parce que participer à un concours de beauté avec ça, ça doit pas être évident. Mais moi, ce qui me choque, c'est que tu vas pas me dire que dans le monde, il n'y a pas un docteur, un chercheur qui a pas trouvé une solution à ce truc. C'est toujours en cours. C'est toujours en cours. C'est compliqué puisqu'on n'arrive toujours pas à déterminer comment la maladie vient et quand elle part, comment est-ce qu'elle part. On sait que pour la fibromyalgie, on sait que c'est beaucoup le cerveau, c'est beaucoup de chocs émotionnels qui font que le corps dit, bon, tu as vécu ça, tu n'as pas voulu le traiter, tu as vécu ça, tu n'as pas voulu le traiter, ben, je vais te lancer des signaux, te dire que là, ça ne va pas. Pour la fibromyalgie, la première chose qui est conseillée, effectivement, déjà, bah, c'est de ne pas forcer lorsqu'on ressent des douleurs, mais surtout d'être suivi psychologiquement. Moi, je suis suivie bah, depuis pas loin d'1 an psychologiquement. Ça me fait du bien. Euh, je ne pourrais pas dire si c'est grâce à ça que déjà aujourd'hui, bah, j'arrive à marcher 1 heure sans douleur, mais en tout cas, je sais que ça me fait du bien. Le fait de pouvoir soulager le cerveau et de pouvoir, comment dire, le libérer, on ressent moins en fait les tensions. Je suis arrivée au stade où c'était fin 2023. Je me suis rendu compte quand même que j'avais des pertes de mémoire. Et je me disais, bon, en même temps, j'ai tellement de choses en tête, donc bon, c'est pas grave. Mais je voyais aussi qu'à côté de ça, bah, après, c'est l'hiver, donc c'est pareil, c'est des trop fortes températures pour mon corps, donc j'ai de plus en plus mal. Donc je reprends rendez-vous avec mon rhumatologue comment dire, qui m'a déclaré ma fibromyalgie. Et là, je lui dis, bah, j'ai beaucoup de pertes de mémoire. Là, c'est compliqué. Est-ce que j'arrive au point que même si je note sur mon téléphone ou sur un papier, je vais vraiment l'oublier. Au point, en fait, où là où ça a été le plus marquant, je sortais je sais plus d'où. Je crois dans un magasin, enfin bref. Et j'étais avec mon père au téléphone. Et à un moment, je me rends compte que je ne sais plus que je suis au téléphone, que je ne me rends pas compte que je tiens un téléphone. Et c'est la voix de mon père que j'entends qui dit Coralie, Coralie. Et ça m'a même surpris. Je me suis dit, mais j'ai un téléphone en fait. Et c'est des pertes de mémoire, en fait, comme ça, des pertes dans le temps. Donc, ça s'est transformé en problème cognitif où parce que du coup, je ne peux pas conduire à cause de mes jambes et ni à cause de mes bras au final. Et je vais prendre le bus pour aller chez moi et je vais me dire, mais attends, mais je suis où? Je suis dans un bus, mais je vais où? Qu'est-ce que je fais? Et je commence à paniquer. Et j'en ai parlé au rhumatologue qui m'a dit, c'est rare, mais ça arrive que la fibromyalgie, en fait, bah, provoque des pertes de mémoire. Et je lui ai dit, mais est-ce que ça va s'arranger? Il m'a dit non. Et je me dis, alors je sais pas pleurer, je me dis, j'ai 34 ans, j'ai du mal à marcher, j'ai du mal à faire ce que j'ai envie de faire au quotidien, et maintenant j'ai des pertes de mémoire. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Et il m'a expliqué qu'en fait, le cerveau, il y a un trop-plein. Même si je suis suivie psychologiquement, il y a un trop-plein qu'il n'en peut plus. Donc, bah, c'est comme un disque dur, sauf qu'il efface les choses tout seul. Et là, en fait, j'arrive aujourd'hui où j'ai 34 ans. Ah, j'ai vraiment pas envie de pleurer, hein. J'ai 34 ans et mon cerveau, en fait, me dit, bah, ce que tu fais au final, c'est pas suffisant et il y a pas de traitement pour guérir, donc ben, on efface en fait. Et le quotidien est très dur physiquement, psychologiquement, mentalement. Et c'est vrai que les gens, bah, quand ils me voient, surtout le fait que je sois Miss,
se disent, oh, bah, elle est bien, elle vit bien, elle sourit, tout va bien. Et en fait, je me dis, mais si vous Ah, saviez qu'à pardon. l'intérieur, c'est voilà, c'est une toile d'araignée, que c'est compliqué. Et si je souris autant, c'est parce que déjà, personne ne va le faire pour moi. Si je me donne autant dans plein de projets, c'est parce que j'ai envie de vivre un maximum avant enfin, de savoir comment je vais finir, parce que je n'ai aucune idée. Et surtout parce que je me dis, il y a des associations, il y a des gens qui se battent pour nous, qui mettent des actions pour nous. Et je ne peux pas rester là, à me morfondre sur moi et à pleurer, en fait. Je dois continuer à vivre, à me battre pour montrer, ben, malgré tout, en fait, je suis là, on est des millions avec cette maladie-là. Et il faut montrer aux gens qu'on y arrive, qu'on est déterminé. Waouh, mais tu fais vraiment preuve d'une grosse résilience et tu vois, à chaque fois que j'écoute des femmes comme toi qui sont hyper inspirantes, je me dis, mais c'est tellement dommage aujourd'hui de pas montrer ça à la société, tu vois, parce que en vrai, quand tu es une femme, même quand tu es un homme, tu te dis, bah, réussir dans la vie, c'est quoi? C'est avoir de l'argent, avoir une grosse maison, Tu vois ce que je veux dire? La Ouais, société, elle te pousse à ça et c'est vrai que je me dis jamais, oh, ben c'est cool de marcher et pas avoir mal. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, en fait, tu es là avec ton message et je pense que tu n'as pas conscience, mais tu viens de moi de me donner une claque, tu vas en donner des claques à d'autres personnes qui vont écouter le podcast, mais c'est énorme. Et tu vois, j'ai pas de peine pour toi parce que c'est pas le mot qui me vient à l'esprit, c'est plutôt beaucoup d'amour parce que je sens que tu es une femme qui en a besoin, qui a besoin des autres aussi dans ce sens-là positif, que toi tu peux inspirer d'autres femmes vraiment par ce que tu fais. Et en fait, je pense que la vie, elle t'a mis ce défi-là c'est pas pour te tester, pas pour te dire je te punis. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je pense que automatiquement, quand il nous arrive quelque chose de dur dans la vie, tu vois, moi par exemple, quand j'étais plus jeune, je suis pas née dans une famille aisée. C'était hyper compliqué. Mon père était quand même assez violent et tout. Je me suis dit, mais en fait, Dieu, il m'a puni. Genre, il m'aime pas. Ma pote Marine, elle a une belle maison avec une piscine. L'autre, elle a encore ça. Moi, on part à peine en vacances, tu vois. Je me suis dit, mais ouais. Dieu, il m'aime pas, il m'a puni, quoi. Et je J'ai eu le voulais même même ressenti. pas y croire. Je voulais pas y croire. Je me disais, mais jamais ça ira pour moi. Et en fait, je me suis dit, mais s'il m'avait pas mis tout ça dans ma vie, tu vois, et même des trucs très graves, ben peut-être que j'aurais pas eu ce caractère-là et Ouais, qu'aujourd'hui, j'aiderais pas, enfin, tu vois, aider d'autres personnes. Et c'est ça, en fait, peut-être le vrai sens de la vie, tu vois. C'est pas tant ta condition physique, c'est pas tant avec qui tu vas te marier ou quel ouais, enfant tu vas avoir, c'est plutôt quel amour tu vas être en capacité de donner aux autres, hein. Et je ouais. pense que peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, n'oublie jamais que l'amour, c'est pas quelque chose que tu mets dans une boîte et que tu enfermes pour un individu, tu vois. C'est pas pour un homme, pour ta mère, pour ton père, pour peu C'est pour soi. importe, c'est pour soi et le partager aux gens que tu rencontres parce que mine de rien, là, tu nous apportes beaucoup de choses et je pense qu'il faut vraiment que tu gardes tout ça en tête. Il y a des personnes incroyables qui ont vécu des drames dans leur vie et qui ont réussi et en fait, tu te dis, mais s'ils n'avaient pas vécu tout ça, ben, aujourd'hui, ce ne seraient pas les hommes et les femmes qui sont devenus, C'est tu vrai. vois. Et peut-être que, enfin, moi, après, là, j'en parle pas souvent dans le podcast, mais moi, je suis croyante et je me dis parfois, tu vois, il t'a donné ce fardeau parce que tu es en mesure de le porter. Oui. C'est vrai que plusieurs fois, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pu faire de mal dans ma Mal. jeunesse? Qu'est-ce que j'ai fait en fait pour mériter ça, pour supporter ça et surtout de me dire, bon, j'ai un premier handicap, c'est compliqué, ok. Et là, de me dire, bon, ben, maintenant, c'est un deuxième handicap. Je me dis, c'est compliqué, ok. Et dans la même année, on me dit, vous avez un diabète de type 2. Je me dis, non, mais
Et bon, stop. Et à un moment, il faut qu'on Arrêtez s'arrête. là! C'est Je me suis dit, bon! voilà, je me suis dit, c'est bon, Ouais. là, je pense que je montre que je suis capable de pouvoir le faire. Il y a un moment où on s'arrête. Et après le diabète de type 2, il y a ces pertes de mémoire qui vont aller voilà, de plus en plus, en fait. Et je me dis, ça ne s'arrête plus. C'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, en fait, je vais arrêter de me battre contre, en fait. Malheureusement, même si c'est Ça pas te évident, il faut accepter. parle. C'est ça, il faut accepter, faut avancer malgré tout. Bah, tu sais, déjà, tu peux te mettre sur des projets qui te nécessitent pas forcément de sport ou d'activité physique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu es en mesure d'écrire un bouquin. Enfin, clairement. Déjà, d'une part pour toi, parce que si tu fais. Ça me fait penser au film N'oublie jamais, tu sais, où la nana, à la fin, elle a la maladie d'Alzheimer et il lui rappelle toujours la même histoire. Mais en fait, je pense que moi, si j'avais un souci comme ça, ce que je ferais, c'est que j'écrirais beaucoup parce que je te souhaite pas que ça s'empire, mais je pense que ça va aussi être hyper salvateur pour toi d'écrire et que tu vas pouvoir aussi aider d'autres personnes. Peut-être que ça sera pas, tu vois, le best-seller, mais si tu peux aider 100, 200, 300, 1000 personnes, c'est énorme, tu vois. Et faut jamais se diminuer dans la vie. Moi, je pense que tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses. Hormis le fait que tu sois splendide, mais je pense que intellectuellement, tu as des choses à raconter. Et rien que l'écriture, c'est la première chose que je vois en toi, c'est qu'il faut que, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais pour moi, il faut absolument que tu écrives, mais que tu n'écrives pas en mode, bon, bah, c'est une disserte et il faut que ça soit parfait. Non, que tu Ouais, écrives avec ton cœur, tu vois, et pour toi. Et après, tu tentes. Tu sais, J.K. Rowling, la nana qui a créé Harry Potter, de base, tout le monde lui le refusait. c'est vrai. Célibataire avec un enfant qui aurait cru que maintenant Harry Potter, enfin c'est quelque chose de incroyable que on se transmet de génération en génération, tu vois. Donc, si elle a écrit quelque chose, elle s'est fait recaler, tu vois, fais-le pour toi, t'essayes et pour moi, tu vas inspirer beaucoup, beaucoup de femmes et d'hommes peut-être aussi, mais dis-toi que là, ta vie, tu as ces problèmes-là, ok? Donc, problèmes physiques, problèmes de mémoire, etc. Mais il faut pas que ça t'empêche d'aller à la rencontre des gens. Donc, Ouais, quand je dis à la rencontre, c'est pas que la vie sentimentale ou quoi, mais c'est, tu vois, rencontrer des gens, même à l'étranger, t'empêche pas. Quand je dis t'empêche pas de voyager, c'est vraiment, t'imagines, tu peux rencontrer une personne, je dis une connerie, hein, tu vas à Bali, tu rencontres un maître yogi, il te dit, mais en fait, moi, je sais comment te réparer. ce serait génial. Oui, mais des fois, on pense très médecine, enfin, occidentale. Traditionnel. Ouais, c'est ça, ouais. Mais pourquoi, moi, franchement, hein, je te dis, si un jour il m'arrivait un truc comme ça, je me dirais, mais on va aller au fin fond du Népal et on va aller trouver cette solution. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vit dans une société qui te pousse à la consommation. Attends, on dit quand même à nos gosses de bouffer des céréales alors qu'on sait que les céréales aujourd'hui, le sucre qu'il y a dans les céréales, c'est très mauvais pour la santé. Ouais, Moi, la pédiatre, quand j'ai dit que j'allais toujours mon fils, il a 2 ans, on m'a dit, mais c'est pas bon et tout, c'est pas bien, c'est pas normal. Et j'ai dit, mais attendez, mais moi, il est jamais malade. Tous les laits infantiles, ça a été créé par Nestlé pour les vendre en Afrique. Et du coup, ce qui se passait, c'est que les nanas, ben, elles produisaient plus de lait parce qu'elles donnaient du faux lait. Et du coup, ils étaient malades. ben oui. Donc, quand je te dis tout ça, c'est pas pour te dire, ah, il y a un truc derrière pour qu'on tombe tous malades, hein. Bien sûr. Mais c'est pour te dire que les médecins, ils sont, pour moi, il y a le cursus qui fait qu'ils englobent des messages. Ah, bah, il faut donner du lait en poudre aux enfants. Il faut que ça se passe comme ça se passe comme ci. Et on oublie de nous inculquer que bah, peut-être le matin, il faut manger des œufs. Tu vois ce que je veux dire? Des Peut-être protéines, que, ça tienne pour le ah oui, corps. peut-être que des fois, il faut faire un jeûne, mais le jeûne, c'est pas que pour les prières, c'est aussi pour son corps. Et Oui, tu vois, tout ce côté-là, moi, je suis persuadée que plus tu vas te nourrir, pas que d'ingrédients, mais nourrir d'un point de vue développement personnel, à savoir comment tu dois te sentir mieux physiquement, mentalement et tout, plus ton corps, il va se rétablir. Et c'est pas un psy qu'il te faut.
Quand je dis que Bah, c'est pas moi, un psy, je fais beaucoup de méditation parce que du coup, bah, ça me permet déjà de me reconnecter à moi. Après, moi, je crois beaucoup en la lithothérapie, le pouvoir des pierres. Et ça, bah, d'ailleurs, j'ai toujours mon petit bracelet avec moi, mais de quartz. Je ne pourrais pas dire que c'est psychologique, mais moi, en tout cas, j'en suis persuadée que ça me fait du bien. Je suis arrivée à un point où là, par exemple, aujourd'hui, je marche plus d'1 heure par jour. Et de temps en temps, parce que bah, voilà, bon, on a une famille, on a tous mes frères et sœurs et mes parents ont des chiens. Et donc, du coup, donc souvent, bah, ma mère, quand elle vient, donc, bah, j'ai son chien et je le sors et j'ai même courir. Chose que je n'aurais pas pu faire. Alors, je vais pas courir 1 heure ni 20 minutes, mais je cours 10 minutes. Et ça me fait du bien. C'est des choses que j'étais pas capable de faire avant. Et avant, pour moi, de rentrer dans la méditation, dans ces moments où je me reconnecte vraiment à moi, à mon moi profond. ouais, c'est Parce que impressionnant, ça. c'est ça. C'est vraiment important et j'en T'as sens vraiment déjà les lu bienfaits. t'as déjà lu des ouvrages de Joe Dispenza? Non, Je te le tu dis? conseille. Je te conseille à 1000% parce que ce mec, de base, on lui a dit, tu pourras jamais remarcher. Il a, il est incroyable. Il a écrit des bouquins sur le supernaturel. Enfin, c'est des trucs de malade. Et si un jour tu dois investir, fais un séminaire avec lui. Mais vraiment, pourquoi? Parce que il, il est capable de miracles en te... En fait, il va dans ton subconscient Oui. pour te reprogrammer. Ah oui. Et vraiment, c'est impressionnant ce qu'il fait. Et moi, je lis beaucoup ses ouvrages. Et si je t'en parle, c'est parce qu'en fait, quand j'ai lu et écouté ce qui lui était arrivé et les personnes qu'il a sauvées, Mhm. ça n'a rien à voir avec la médecine traditionnelle, mais rien à voir. C'est vraiment le corps, l'esprit et l'âme, comment tout est hyper connecté. Et moi, Ouais. je pense que si un jour tu as la possibilité, oh, mais ça serait génial qu'un jour tu le fasses et que ça me fonctionne, mais il faut que que tu ailles à un de ces séminaires et que tu investisses là-dessus dans ta vie, parce que je pense que ce qui peut t'apprendre, ça peut modifier peut-être ce que tu as. Franchement, ce serait super cool parce que bah forcément, en ayant des pathologies comme ça, donc bah, de toute façon, on ne donne pas de médicaments parce qu'on sait que les médicaments ne vont rien faire. Par contre, on essaye enfin, on nous a mis dans ce qu'on appelle le centre antidouleur de l'hôpital. Et Mm. d'entrée de jeu, ce que j'ai aimé, c'est leur transparence. Moi, je sais que d'entrée de jeu, ils m'ont dit, ce qu'on va faire, ça ne va pas vous guérir. Ça peut peut-être vous soulager, mais voilà, on ne peut pas garantir le résultat. Et je suis passée par des choses et à un moment, je me suis dit, euh, où est-ce que ça s'arrête? Parce que ça allait crescendo. Au début, c'était des patchs avec une sorte je sais pas, de piment, de quelque chose qui brûle un peu pour justement bah, toucher l'infection qui est dans les membres. Fiasco total. Mais du coup, je peux pas m'en plaindre puisqu'on m'avait prévenu. Ensuite, on est passé par des bains norvégiens. Donc, pour la jambe, donc tantôt eau chaude, tantôt eau froide. Bah, ça n'a eu aucun effet. Et pour terminer, on m'a placé, hein, c'était 1 fois par semaine, je crois 1 fois par semaine, dans un hôpital psychiatrique où en fait, j'étais sur une chaise et on me mettait une sonde au-dessus du cerveau pour stimuler le cerveau et les neurones pour essayer de Waouh. recréer la connexion avec les membres. Je trouve juste, alors déjà, le fait d'entrer dans un hôpital psychiatrique, bah, quand on l'a jamais Ouais, fait, voilà, c'est c'est un un peu peu violent comme, impressionnant. voilà, c'est ça, c'est un peu violent comme image, comme expérience. Et ensuite, qu'on nous mette une sonde au-dessus de la tête, franchement, c'était très violent psychologiquement. Et il le disait, ça fatigue beaucoup. Alors, c'est vrai que moi, après, dès que je rentrais chez moi, je dormais tout l'après-midi. Et pour se rendre compte qu'au final, effectivement, il n'y avait rien. Et puis, à partir de ce moment-là, où bah, on te dit, ben, on a tout essayé. Donc maintenant, le centre antidouleur ne peut plus rien faire. On se retrouve bah, vraiment largué. Et là, on se dit, mais je ne peux pas continuer à souffrir. Et petit à petit, bah, en discutant un peu avec les gens autour de moi, Mm. je me suis intéressée à la méditation, à la lithothérapie, et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Eh ben, Joe Dispenza, il est spécialiste dans la méditation aussi. Il fait beaucoup de ça. Et en fait, il est spécialisé dans tout ce qui est neurosciences et physique quantique. Et Ok. franchement, je te le recommande 10 000 fois parce que, en gros, c'est un docteur. Il est vraiment très, très fort. C'est qu'il t'enseigne.
en fait, tout ce qui est en lien avec reprogrammer son cerveau et guérir d'une maladie, tu vois, pour justement mener une vie épanouissante. Et je pense que ce rendez-vous, cette interview, elle n'a pas été due au hasard. Alors, c'est un truc de malade parce que de base, mon assistante, elle t'avait donné un brief pour te filmer toute seule. Et j'ai dit Oui. non, Anne Coralie, je veux vraiment l'interviewer. Et elle me dit, bah vas-y, on l'interview. Et là, en fait, je me dis, mais ok, je comprends un peu le cheminement, tu vois. Mais je sais pas pourquoi je te dis ça, mais j'ai l'impression que si tu écoutes ce que je suis en train de te dire là, il se peut que tu ailles mieux, que tu trouves des solutions dans cette voie qui est la neuroscience et la physique quantique, parce que la méditation, c'est un bout, mais si tu arrives vraiment à trouver les bonnes personnes, même à partir un peu à l'étranger pour te guérir, t'imagines si tu guéris et qu'on fait une interview avant-après, mais ça serait incroyable. Euh, tu Ce vois? serait Et, ah non, mais je pense que le corps est en mesure de s'auto-guérir, tu vois super. aussi. Il faut juste trouver comment. Et là, la mission que je te donne, c'est d'investir sur toi et de te manger des bouquins et des bouquins et des interviews comme ça. Alors je sais, c'est chiant parce que entre une belle série, une bonne série Netflix et un truc comme ça, on a tendance à vouloir regarder des Desperate Housewives. Mais va te nourrir et ça va te donner, en fait, tu vas voir la lumière au bout du tunnel. Ouais. Et l'humain, l'homme, a besoin d'objectifs. Et quand je t'écoutais là, j'avais l'impression que tu disais, mais attends, j'ai 34 ans, je suis en train de perdre la mémoire, je ne vais plus avoir de jambes, ma vie est un peu foutue là. Mais là, Ouais. si tu arrives à te donner comme motivation d'apprendre un peu plus sur les neurosciences, de te former peut-être là-dessus, Mhm. t'imagines, tu vas pouvoir aider des gens, trouver peut-être une solution pour toi. Et quand je t'écoute et que j'ai écouté, parce que moi j'adore faire des séminaires et tout, et j'ai entendu beaucoup de personnes qui guérissent de choses alors que de base ils étaient prédestinés soit à mourir, soit à rester comme des loques. Et en Ouais. fait, quand il explique que lui, eh ben, il a redéfini tout son subconscient et qu'il a réussi, C'est il y magique. a des solutions. Non, mais il y a vraiment des solutions. Oh, franchement, on va rester en contact. Ah bah oui, non, Vraiment. mais c'est très intéressant et bah, du coup, de toute façon, moi, je suis prête vraiment à tout. En tout cas, voilà, pour pas rester dans cet état-là qui, du coup, bah, malgré tout, ne me convient pas. Et surtout, comme je dis souvent, le corps, c'est une science infinie. Même les médecins légistes, peu importe les spécialités, les médecins ne connaissent pas le corps et toutes ses capacités en fait parfaitement parce qu'il y a, enfin, comment dire, d'une personne à une autre, d'une âme à une autre, d'un corps physique palpable à un autre, il y a beaucoup de choses qui sont, bien évidemment, dans les grandes lignes, qui sont voilà, les mêmes, mais il y a beaucoup de choses qui sont différentes, comme enfin, c'est peut-être bête, mais comme tu sais, les excroissances où je vais avoir 6 doigts au lieu de 5, pourquoi l'un et pourquoi pas l'autre? Mais le corps, c'est une science infinie et moi, je reste persuadée qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler de l'intérieur. Il y a beaucoup de choses, comme je dis souvent, une âme qui est blessée, c'est un corps qui va être blessé automatiquement. Donc, je pars du principe que, enfin, voilà, je ne sais pas conduire avec mes jambes. Si je prends la voiture, eh ben, je vais avoir un accident. Donc, elle va être blessée. Donc, d'abord, me soigner de l'intérieur, donc mon âme, voilà, mon corps à l'intérieur, et ensuite, bah, soigner mon corps à l'extérieur. Et ça, Ah, j'en mais en suis tout persuadée. cas, c'est magnifique ce que tu dis. Vraiment, je compte pas te lâcher ces prochaines semaines. Donner mon numéro perso parce que en fait, je suis persuadée que tu peux t'en sortir, tu vois. Et je te connais pas, enfin, on se connaît pas dans la vraie vie et tout, mais moi, je suis persuadée que tu peux guérir et que si t'arrive tout ça, c'est justement parce que peut-être que tu vas soit trouver une solution et tu vas aider d'autres personnes, soit tu vas te trouver euh, quelque chose qui te passionne aussi dans tes recherches, parce que moi, je trouve que tout ce qui est physique quantique, le corps, l'univers, tout ça, c'est tellement passionnant parce que
quand tu réfléchis bien, quand tu regardes bien, tout est en synergie et tout est magnifiquement. La création est magnifique, tu vois. Et Mm. l'humain oublie ça, tu vois. Oublie de se dire, ah, mais attends, mais cette nana, je la connais pas, mais je la trouve waouh, impressionnante, donc j'ai envie de lui dire, et si elle réussit, c'est très bien. Et tu vois, et c'est ce côté-là où l'homme est capable du pire comme du meilleur. Yeah. Et il faut se rappeler de tout ça. Et je pense que la solidarité et se dire, ah bah tiens, bah, peut-être que je lui donne. Tu vois, moi, c'est une lecture que j'ai fait. Je me suis dit, mais pourquoi je lis ce mec? Je sais pas à quoi ça va me servir, moi. Et puis là, je te rends compte, je me dis, ah bah tiens, mais attends, j'ai la solution, moi. Peut-être. Et là, quand j'écoute tout ça, il a créé un Netflix pour le développement personnel qui s'appelle Gaïa. C'est que des reportages, des trucs hyper intéressants sur des histoires, sur plein de choses. Et ça va te donner beaucoup, beaucoup d'énergie. Et je pense que quand tu es en manque d'énergie, va te ressourcer sur ce genre de support. Parce Mhm. que pour moi, tout est énergie. Tu vois. Et Oui. l'énergie qu'on va dépenser sur les réseaux sociaux, tu vois, toute l'énergie qu'on donne, à la fin, tu te sens comme un down, tu vois. Oui. Et c'est pour ça qu'on dit il faut se ressourcer, être avec des personnes positives, être dans un bon pays, faire des choses qu'on aime parce que tu sens que tu vis. Oui. Et aujourd'hui, je pense que ta mission, c'est peut-être juste de vivre, tu vois. Et pas de se dire, ah ben tiens, il faut que je fasse ça comme mes copines, que ça, c'est toi, vis, avance, tu vois, tu peux tenter plein d'expériences aussi avec le corps que tu as. Et je pense que juste faire tout ça, ça va te requinquer. Et comme tu disais, tu as 34 ans, bah dis-toi qu'à 4 ans, vaut mieux que tu dises, bah, j'ai fait plein de trucs, j'ai réussi à faire ça, 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 que de te dire, putain, j'ai laissé 10 ans où j'étais jeune, je me suis juste dit, qu'est-ce que je vais devenir, tu vois? Oui. Bah, c'est vrai que quand je pense à ce qui m'est arrivé et qui m'arrive encore, euh, j'ai réalisé des choses que j'aurais jamais faites auparavant. C'est-à-dire qu'avant, j'étais, voilà, bon, bah, je danse, je fais des spectacles, je fais mon sport, métro, boulot, dodo, et ça s'arrête là, et je me sentais hyper bien. Sauf que Mhm. justement, le fait d'être quelqu'un qui aime bouger, puis qui est dans le domaine artistique, j'ai sorti parce que du coup, je chante mon premier album, j'étais en fauteuil roulant et le studio à la maison. Et du coup, Waouh. je me suis dit, je vais chanter. Et après, j'ai fait mes clips. Mais dès que j'ai commencé à marcher, j'ai commencé à faire mes clips. Et jusqu'à aujourd'hui, j'en fais toujours, je compte toujours des clips. Et Il faudra que tu me donnes ta chaîne, hein. ça marche. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais continuer dedans, en fait, parce que j'aime ça. Puis après, je me suis dit, bon, je me suis isolée par la force des choses. Et puis aussi, parce que mon entourage, bah, certains ne comprenaient pas la maladie. Donc, bah, voilà, pris de la distance. Et au début, c'est vrai que bah, j'étais beaucoup en train de pleurer sur moi-même. Et puis, je me suis dit, mais en fait, je veux du lien social. Et enfin, il y avait tellement de possibilités, de moyens de créer du lien social. Je suis partie dans un concours de beauté. Et là, on se dit, mais il y a quelque chose qui n'est pas très équivalent entre ce que tu recherches. Mais je veux Ouais. du lien social, mais avec des femmes rondes, pour vraiment comprendre leur quotidien. En fait, c'était un peu ma petite quête, ma petite étude, comprendre leur quotidien, comment est-ce qu'elles font, et créer du lien social. Et j'aurais jamais cru, en fait, bah, par le biais de Miss Curvy, aujourd'hui, adorer le maquillage, les shootings, pouvoir aussi bah, enfin, voilà, partir de cette base-là pour mes créativités personnelles et puis toucher plein de monde, discuter avec plein de gens et rencontrer, enfin, c'est au-delà de ce que j'avais espéré, vraiment au-delà. Et je me dis, si j'avais pas eu mes problèmes de santé, mes handicaps, jamais j'aurais fait tout ça. Jamais. Je serais restée au niveau où j'étais. Jamais. Donc je me dis, quand on dit que c'est un mal pour un bien, du coup, je me dis, c'est peut-être un trop grand mal pour un bien, mais je suis contente en fait. Et j'ai envie de continuer dedans, de persévérer. J'ai des projets après Miss Curvy, puisque bon, bah là, je vais devoir, comment dire, faire la passation pour la nouvelle Miss. Ce sera au mois d'octobre. Et j'ai déjà pensé à ce que je veux faire après et je travaille déjà dessus. Et je me dis, ça va peut-être être un peu éloigné juste de l'aspect beauté, on va dire. Mais même s'il y aura cet aspect-là, j'ai vraiment envie de travailler sur ce que
pas ce que je, mais ce qu'on peut transmettre aux autres, ce qu'on peut se partager en termes de positivité, de soutien, de sororité, d'amour. Et j'ai envie surtout de montrer aux gens et de prouver, bah, notamment par le biais des Miss Curvy, comme j'ai fait, que effectivement, on peut être en situation de handicap, mais c'est pas pour autant que même s'il y a des choses qu'on ne peut pas faire comme les autres, qu'il faut se mettre des barrières et se dire je peux pas, je fais pas. C'est plutôt bah, le pourquoi pas en fait et montrer aux gens, je ne suis pas si exceptionnelle que ça, donc si j'ai pu le faire, tu peux le faire, tu peux y arriver, et si tu as peur, bah, je vais t'aider, je vais te soutenir, je vais être là en fait. Et c'est ça ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, d'être là pour les gens, parce que je me dis, moi, cette force-là, dans un sens, je l'ai trouvée toute seule en me disant, bah, tu vas pas rester comme ça, tu t'appelles Anne-Coralie, tu as l'habitude de bouger, donc tu y vas. À un moment, tu te réveilles. Mais je me dis qu'il y a des fois où j'aurais voulu qu'il y ait quelqu'un qui me tienne la main et qui me dise bah tiens, j'ai une idée, je vais t'emmener, je vais t'accompagner. Et je me dis, sachant que moi je suis passée par là, il n'y a rien qui m'empêche en fait aujourd'hui d'aider en fait ces gens-là, d'être la personne que j'aurais voulu avoir. Et c'est mon Oh. projet pour l'avenir. Ah bah c'est un très très beau projet. Et en fait, tout ce que j'entends, bah, c'est que du positif en fait. Et ma question, c'est, imagine là, il y a une personne qui nous écoute et qui se sent très triste, bouleversée, et elle a envie de plus rien, tu vois, elle est au bord du précipice. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Bah déjà, effectivement, de ne pas être contre ses émotions, de prendre le temps d'écouter ses émotions, de les comprendre et petit à petit d'aller vers l'acceptation de cet état, de l'événement qui l'a rendu aujourd'hui dans cet état-là, parce que ça, malheureusement, elle ne pourra pas le changer. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'elle aura compris, qu'elle aura accepté, eh ben, qu'on avance ensemble, en fait, de se dire que c'est comme la météo. Après la pluie, il y a le beau temps. Et le beau temps va arriver. Il peut peut-être prendre du temps, mais il va arriver. Il faut qu'elle se concentre sur ça, en fait, sur le positif, sur ce qui va se passer après, sans pour autant être trop proactive, mais sur ce qui va se passer après et se dire, je vis un mauvais moment, mais je vais m'en sortir. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de m'en sortir, sauf moi-même. Donc, si je le veux, je vais y arriver. Waouh, quel beau message. Ah, franchement, c'est incroyable. Je suis vraiment très, très, très contente d'avoir pu partager ce moment avec toi parce que c'était pas du tout la méthodologie que j'avais pensée dans ma tête pour l'interview. Mais en fait, c'est venu hyper spontanément et je trouve que ton parcours, il est incroyable et il faut pas que tu l'oublies. C'est que des fois, je pense que comme tout le monde, hein, on a des coups de down, mais il faut se dire que la vie, elle en vaut vraiment la chandelle. Et malgré tout ce qui peut se passer, euh, bah, comme tu dis, après la pluie, il y a toujours le beau temps. Et je pense que là, tu as des très beaux projets qui arrivent. Il faut juste que tu te structures et que tu vois comment tu peux faire. Mais tu vois, moi, à mon sens, tu vas aider énormément de femmes, et pas que forcément des femmes qui ont des handicaps, mais des femmes qui s'auto-sabotent aussi Oui, sans le vouloir, hein. c'est ça. Oh. Bah, je sais pas quoi dire à part merci, c'est vraiment le mot qui me vient là. Merci Merci. beaucoup pour ce temps. Euh, du coup, on mettra tes réseaux sociaux si les filles veulent échanger avec toi, t'envoyer des messages ou autre. Je te remercie beaucoup pour ce temps. Et bah, est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditrices? Déjà, merci beaucoup pour le temps passé, pour l'échange. Ça me permet, c'est bête, hein, mais ça permet moi aussi voilà, de pouvoir me libérer, d'en parler. Euh, un mot pour nos auditrices, leur dire que le seul regard qui compte, c'est le regard qu'elles ont sur elles-mêmes. Et comme je dis souvent, le seul regard qui compte, c'est le regard que vous voyez dans votre miroir et celui de personne d'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Coralie. Eh ben, moi, ce que je te propose, c'est que d'ici un an, on se refera un podcast ensemble pour voir un peu ton évolution parce que moi, je trouve ça hyper sympa et je suis sûre que tu auras encore de nouveaux projets plein la tête. Avec grand plaisir. Merci.